Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette première journée du mois de la bio en visio régionale. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la PAC 2023 et des autres dispositifs d'aide et voir quels sont les changements pour l'agriculture biologique. Comme vous le savez, le mois de la bio, c'est une initiative régionale, donc vous aurez des animations, des journées de découverte et des formations sur toute la région Nouvelle-Aquitaine qui sont proposées en partenariat entre Bio Nouvelle-Aquitaine, les chambres d'agriculture et Interbio Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour cette présentation, nous allons la faire à 3 voix. Donc, moi-même, Séverine Chastain de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, Noélie Lebeau de la Chambre d'agriculture de Creuse et Karine Trouillard de Bio Nouvelle-Aquitaine. Nous allons faire ce webinaire d'un seul trait. Vous aurez la possibilité de poser vos questions à la fin en activant votre micro. Donc, dès à présent, je vous demande à tous de bien fermer votre micro pour éviter les bruits parasites. Et vous pouvez également poser vos questions dans le chat, puisque notre collègue Céline Marsollier de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime de Sèvres prendra les questions et les reformulera également à la fin de la présentation. Voilà, donc je vous propose que l'on commence. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la politique agricole commune, c'est un enjeu européen et que chaque État a fait un programme stratégique national. Celui de la France, dans sa dernière version de juillet 2022, a été approuvé par l'Europe en août. Donc, le pilotage de ce PSN en région Nouvelle-Aquitaine est copiloté en fait par la région et la DRAF. Donc, aujourd'hui, l'État français met encore en place des subtilités dans les règles. Hein, c'est toujours pareil. C'est dans le diable que se cachent les détails, comme on dit. Et donc, il y a encore des imprécisions ou des choses qui vont mériter d'être agrémentées en fait afin d'être plus précis dans les règles à venir. Donc c'est vrai pour la politique en général et c'est vrai pour le volet agriculture biologique en particulier. Donc du coup, ce qu'on vous présente, c'est ce que l'on connaît d'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain ce sera comme cela exactement et que certains détails d'application ne seront pas changés. Donc, l'architecture globale en fait de cette politique agricole commune est découpée en fait en 2 piliers. Donc, le premier pilier, donc ce sont toutes les aides découplées, les DPB, les aides couplées et toutes les aides subsidiaires en fait comme le paiement redistributif ou le bonus jeune. Et puis vous avez dans le second pilier toutes les aides installation, risque, MAEC, ICHN, etc. Et puis dans les aides bio, dans la précédente programmation, nous avions une aide au maintien et ainsi qu'une aide à la conversion. Et donc, nous verrons que cette aide au maintien ne devait plus exister et que finalement la région Nouvelle-Aquitaine réfléchit à la remettre en œuvre. Donc, ce qu'il est important de comprendre en fait dans cette nouvelle politique agricole commune qui va être mise en place, c'est qu'elle sera dédiée à ce qu'on appelle les agriculteurs actifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agriculteur actif? C'est un agriculteur qui cotise à l'ATEXA
et qui ne fait pas valoir de droit à la retraite. Donc, cela signifie en fait que toutes les parcelles de subsistance seront exclues de l'aide PAC et que les toutes petites exploitations inférieures à 2/5 de la SMA seront également exclues. Alors, on a un cas particulier, ce sont les retraités de plus de 67 ans d'un autre régime que le régime agricole et qui avaient une exploitation agricole. Donc, à partir de 2023, ces exploitants de plus de 67 ans ne pourront plus bénéficier des aides PAC. Donc ça, c'est une révolution, en fait, cette notion d'agriculteur actif. Ce qu'il est important aussi de noter, c'est que précédemment, on avait certaines aides qui étaient données au nombre de DPB que l'agriculteur avait en portefeuille. Demain, un seul DPB permettra d'activer différentes aides, en particulier le paiement redistributif jusqu'aux 52 premiers hectares, même si l'agriculteur n'a que 3 DPB et qu'il a 66 hectares, eh bien, il pourra activer le paiement redistributif sur les 52 premiers. Les éco-régimes, les 3 niveaux que l'on vous présentera, ben, c'est exactement pareil, même si l'agriculteur a 150 hectares mais qu'il n'a que 50 DPB, il pourra activer les éco-régimes s'il respecte les règles sur ces 150 hectares. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ainsi que l'aide JA et les aides couplées. En ce qui concerne la conditionnalité, donc c'est important d'avoir en tête que la conditionnalité de la PAC, eh bien, elle permet de générer toutes les aides de la PAC. Donc, pardon, excusez-moi. Cette conditionnalité, elle va être amplifiée comme vous pouvez le constater. Et elle va nous donner lieu en fait à 8 BCAE. Donc BCAE, c'est bonne conduite agro-environnementale. Alors, Catel, est-ce que je n'ai plus du coup les personnes qui doivent intervenir? Il me semblait que pour la conditionnalité, c'était Noélie qui prenait le relais. Donc, je te fais défiler les diapositives et je te laisse présenter. Ok, merci. Bonjour à tous. Oui, donc au sujet de la conditionnalité, comme le disait Séverine à l'instant, donc cette conditionnalité s'étoffe en 2023, puisqu'en fait, si vous avez bien regardé le schéma d'avant, les anciens critères du verdissement viennent en fait intégrer la conditionnalité. Donc, par exemple, le critère de diversification des assolements devient la BCAE 7, qui n'est plus seulement de la diversité d'assolements, mais de la rotation de culture. Donc voilà, un niveau d'exigence qui s'élève un petit peu. Et puis, là où il va falloir être un petit peu vigilant pour les exploitations bio, puisqu'avant les exploitations bio étaient considérées vertes d'office, donc elles n'avaient pas à vérifier ces critères-là. C'est tout ce qui concerne les infrastructures agroécologiques non productives, puisqu'elles viennent donc anciennement critères de verdissement qui vient en fait créer la BCAE 8. Voilà, donc les bio qui n'avaient pas forcément besoin de comptabiliser ces infrastructures agroécologiques vont devoir le faire à compter de 2023. Donc, on peut rentrer un petit peu dans les détails. Donc, je passe à la diapositive suivante. Voilà, donc on n'a pas repris toutes les BCAE, on a pris les principales. Donc BCAE 1 donc, concerne le maintien d'un ratio de prairies permanentes dans la SAU. Donc ce ratio, il n'est pas vérifié à l'échelle de l'exploitation, il est vérifié à l'échelle de la SAU régionale. La nouvelle année de référence,
c'est 2018, et en particulier en Nouvelle-Aquitaine, donc ce ratio est à 32,56%. Et donc, il ne faudra pas descendre en dessous de ce ratio, en tout cas pas en dessous de 5% de ce ratio. La BCAE 4, donc ce sont les bandes tampons le long des cours d'eau. Donc, bandes tampons qui doivent faire une largeur minimale de 5 mètres et qui doivent être enherbées. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est important de signaler qu'elle est toujours en vigueur, cette BCAE, bio compris, évidemment. La petite nouveauté, c'est que désormais, certains fossés collecteurs de drainage et canaux d'irrigation vont être intégrés à la cartographie. Donc ces fossés et canaux devront aussi être bordés. Alors, pas forcément des bandes tampons enherbées. En tout cas, il devrait y avoir des bandes tampons. BCAE 6, donc, qui concerne la couverture des sols en hiver. Donc là, il faut préciser que c'est la couverture en interculture longue. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit les parcelles se situent en zone vulnérable, et dans ce cas, l'exploitation respecte les règles en vigueur dans la zone vulnérable. Pas de changement. Soit les parcelles se situent hors zone vulnérable, et donc là, il est exigé de maintenir un couvert pendant au moins 6 semaines entre le 1er septembre et le 30 novembre. Voilà, donc ça concerne les bio aussi. Séverine, je pense que tu peux passer à la... Oui. Je le fais. Ah, pardon. Voilà. Merci. BCAE 7, donc rotation pluriannuelle des cultures. Donc là, il y aura deux niveaux de vérification, en fait. Un premier niveau qui se fera à l'échelle de l'exploitation chaque année. Donc, il sera vérifié que sur au moins 35% des surfaces en culture déclarées, la culture principale de l'année en question est différente de celle de l'année précédente. Et un deuxième niveau de vérification qui se fera au niveau de chacune des parcelles à compter de 2025, qui sera vérifié que pour les surfaces en culture, il y a eu au moins deux cultures principales différentes, les années N, N-1, N-2, N-3. N-3. Donc, en gros, deux cultures différentes par période de 4 ans. Et comme l'année de référence choisie est 2022, la première année du calcul, donc logiquement, la première vérification se fera en 2025. Donc, toutes les exploitations ne sont pas concernées par cette BCAE rotation. Donc, qui n'est pas concerné? Donc, les exploitations qui déclarent des surfaces en terre arable inférieures à 10 hectares, celles qui déclarent plus de 75% d'herbe dans leur SAU, celles qui déclarent plus de 75% de prairies temporaires dans leurs terres arables, et celles qui sont intégralement conduites en agriculture biologique. Donc, la seule BCAE dont sont exemptés les bio dans la future PAC, c'est cette BCAE 7 rotation. Sachant que c'est une obligation du cahier des charges, donc de toute façon, ça n'aurait pas beaucoup changé la donne. BCAE 8, donc c'est celle-là où je disais il va falloir être un petit peu vigilant, regarder ce que ça donne. Donc, elle concerne les infrastructures agroécologiques. Donc, il y a, si on peut dire, deux possibilités qui sont offertes aux exploitations. Soit déclarer l'équivalent de 4% des terres arables en infrastructure agroécologique non productive. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont toutes les linéaires de haies, d'arbres alignés, les bosquets, les mares, également les jachères. Soit déclarer l'équivalent de 7% des terres arables en infrastructure agroécologique, dont au moins 3% non productives. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les 4% restants? Des plantes fixatrices d'azote, autrement dit des légumineuses, ou des cultures dérobées. Donc là aussi, toutes les exploitations ne sont pas concernées. Donc, qui n'est pas concerné? Encore une fois, les exploitations qui déclarent moins de 10 hectares de terres arables, celles qui déclarent plus de 75% de SAU, ou plus de 75% de prairies temporaires dans les terres arables.
mais ne sont pas exemptés les bio. La BCAE 9, donc maintien des prairies permanentes dans les zones Natura 2000, ça non plus, c'est pas une nouveauté. On voulait juste signaler qu'elle existait toujours. Je passe. Ok, merci. Ah, voilà. Donc ça, c'était le petit focus conditionnalité parce que c'est important, c'est la porte d'entrée pour toutes les aides PAC. Donc là, on s'intéresse maintenant aux aides du premier pilier et notamment les aides découplées avec l'éco-régime. Donc Séverine l'a rapidement présenté tout à l'heure. Donc l'éco-régime, c'est un montant forfaitaire à l'hectare qui rémunère les services environnementaux, on va dire ça comme ça. Donc pour accéder à cet éco-régime, il y a 3 voies d'accès, donc qui est vraiment au choix des exploitants, hein. Donc la voie des pratiques agricoles, la voie des certifications et la voie des infrastructures agroécologiques avec des critères qui sont évidemment différents de ceux de la BCAE évoqués tout à l'heure. Pour chacune de ces voies, il y a 2 niveaux de rémunération. Un niveau 1 de base qui sera autour de 60 € de l'hectare, un niveau 2 supérieur qui sera autour de 80 € de l'hectare. La bonne nouvelle, c'est que pour la voie des certifications, il y a un 3e niveau qui a été ajouté spécifiquement pour les exploitations bio et qui sera 30 € supérieur au niveau 2. Donc, autrement dit, qui sera autour de 110 € de l'hectare. Il faut savoir que parallèlement à ça, il y a un petit bonus haie qui est mis en place, qui devrait être autour de 7 € de l'hectare. Donc, ce bonus haie, il ne sera pas toujours évident à aller chercher, hein, parce qu'il faut une labellisation pour ce qui concerne l'entretien des haies. Mais potentiellement, ça veut dire qu'il y a des exploitations bio qui pourront aller chercher un éco-régime de 117 € de l'hectare. Voilà. Alors, si on s'intéresse à l'éco-régime bio, hein, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, c'est important de signaler qu'il y a 2 exigences requises. Donc, la première, c'est qu'il faut déclarer l'ensemble de la SAU en agriculture biologique, enfin, conduite en agriculture biologique. Donc, autrement dit, les exploitations qui cultivent des parcelles conventionnelles et bio sont exclues. Et la deuxième exigence, pour éviter un double financement, c'est que l'ensemble de ces surfaces conduites en bio ne soient pas déjà rémunérées au titre des aides à la conversion. Donc voilà, ça c'était les 2 critères, enfin les 2 exigences pour accéder à l'éco-régime bio. Donc on a mis quelques exemples. Donc premier exemple, une exploitation bio qui est engagée en bio depuis 2020, donc assez récemment. Donc qui déclare en 2023 une SAU qui est 100% conduite en agriculture biologique, mais également 100% rémunérée au titre des aides à la conversion, puisqu'elle se situera en 4e année de contrat. Donc cette exploitation, elle ne sera pas éligible à l'éco-régime bio. Donc il faudra qu'elle aille chercher un niveau 1 ou un niveau 2 de l'éco-régime, soit par la voie des pratiques agricoles, soit par la voie des infrastructures écologiques, soit éventuellement par la voie de la certification HVE si elle a aussi la certification HVE. Mais c'est assez courant. Deuxième exemple, une exploitation qui a eu une opportunité de reprendre des terres bio en 2020, qui en a profité pour convertir l'ensemble de la ferme, donc qui déclare en 2023 une SAU 100% conduite en agriculture biologique et qui touche de la CAB sur une grosse partie des surfaces, mais pas toutes, puisqu'il y en a qui étaient déjà certifiées quand il les a reprises. Donc cette exploitation, à partir du moment où il n'y a pas une rémunération, une double rémunération sur 100% de la surface, elle sera éligible à l'éco-régime. Troisième exemple, une exploitation qui a un petit peu plus d'historique, qui est convertie en bio depuis 2010, donc qui déclare une SAU 100% bio en 2023, qui ne touchera
qui ne touche plus d'aide depuis un certain temps et qui ne touchera plus d'aide MAB en 2023. Donc cette exploitation est éligible à l'éco-régime, heureusement. Et enfin, dernier cas, une exploitation, par exemple, en GAEC, qui est convertie aussi depuis 2010. Il y a eu l'installation d'un jeune au sein du GAEC en 2020. Il y a eu une reprise de terre à ce moment-là, donc une reprise de terre conventionnelle, mais qui sont aussitôt passées en conversion. Donc cette exploitation, elle déclare en 2023 une SAU 100% conduite en bio, avec une très grosse majorité des surfaces qui ne touchent pas d'aide bio, mais les parcelles nouvellement reprises là qui touchent encore de la CAB. Donc celle-ci aussi serait éligible à l'éco-régime bio. On pourrait citer un 5e exemple qui serait une ferme qui se convertit en 2023, mais en partie seulement, et qui, sur cette partie nouvellement passée en bio, toucherait de la CAB. Donc, cette ferme ne serait pas 100% bio et n'accéderait pas à l'éco-régime de niveau 3 spécifique bio, mais pourrait accéder aux autres éco-régimes. Tout à fait, ça rejoint le... parce qu'elle ne respecte pas le premier critère d'entrée. Donc voilà pour l'éco-régime bio. Pour finir, pardon Noélie, il pourrait y avoir un dernier cas. Ce serait quelqu'un qui aurait 100% de MAB engagé en 2019 et qui serait donc sur un contrat de 5 ans. Et cette personne-là n'aurait pas non plus accès à l'éco-régime à 110 € pour le moment, vu que ce serait une aide 100% du second pilier. Donc du coup, voilà, on risque d'avoir peu de cas puisqu'on avait un plafonnement, mais il n'empêche qu'il faudra quand même faire attention à ce type de profil. Tout à fait, puisque là, on rejoint encore la logique du double financement qui n'est pas acceptée. Donc, si on passe aux aides, les autres aides du premier pilier, les aides couplées, donc d'abord les productions végétales. Donc, on retrouve là les aides qu'on connaît. Les montants qui sont indiqués sont des montants indicatifs. Donc, il y a néanmoins quelques petites nouveautés et qui sont plutôt favorables au système bio. Donc, d'abord, concernant les légumineuses fourragères, donc les légumineuses fourragères qui sont en mélange avec des graminées en mélange, mais de façon prépondérante au semis, ces parcelles-là redeviennent éligibles à l'aide uniquement la première année d'implantation, par contre, mais c'est toujours ça. Concernant les protéagineux, donc on avait une aide aux protéagineux, pois, févrole, lupin, également soja avec un montant un peu inférieur. En 2023, pour ainsi dire, tous les protéagineux deviennent éligibles à l'aide et avec le même montant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui cultivent des légumes secs notamment. Ensuite, donc il y a une nouvelle aide qui apparaît, donc l'aide maraîchage. Donc vous voyez le montant unitaire est élevé, mais c'est parce que c'est une aide qui s'adresse uniquement en fait aux petites exploitations de maraîchage diversifié qui déclarent moins de 3 hectares de SAU, avec la transparence qui s'applique en cas de GAEC. Voilà, d'où un montant unitaire élevé. Donc voilà pour les principales nouveautés concernant les productions végétales. Concernant les productions animales, donc on retrouve les aides ovines, caprines, bovines, avec quelques remaniements, et notamment pour l'aide bovine. Donc on ne parle plus de droit vache allaitante, vache laitière, mais d'une prime à l'UGB, donc avec un niveau supérieur à 110 € et
un niveau inférieur à 60 € pour les UGB qui n'atteindraient pas le niveau supérieur. Donc voilà, gros changement dans les modalités de calcul, on va dire, pour l'aide bovine. La bonne nouvelle pour les bio, c'est que l'aide ovo-biologique est maintenue. Il n'y aura plus de distinction entre les éleveurs qui sont adhérents d'une organisation de producteurs et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est un montant unitaire pour tout le monde, le même pour tout le monde. Donc voilà pour les aides couplées animales. Et donc je laisse la parole à Karine. Bonjour à tous. Du coup, l'aide à la conversion, elle est toujours sur le deuxième pilier de la PAC et n'est quasiment pas modifiée. C'est toujours une aide en fonction du couvert en place lors de la déclaration PAC et un montant à l'hectare pendant 5 ans. Ce qu'on peut souligner, c'est la revalorisation du montant pour les cultures annuelles et les prairies temporaires à base de légumineuses dominantes et les semences de céréales et fourragères. Donc, ce montant qui était de 300 € de l'hectare par an passe à 350 € de l'hectare par an. Ce que nous ignorons encore pour 2023, c'est le plafond des aides à la conversion à l'exploitation, qui était jusqu'à présent de 18 000 € par ferme par an pendant 5 ans, et 21 000 pour les JA, et 20 000 pour les zones à enjeu haut. Ces plafonds, nous ne les connaissons pas encore pour 2023. On voit pas le diapo, Catel. Si tu peux faire quelque chose au niveau de l'affichage, super. Les autres montants hectares restent inchangés, de même que les catégories qui n'ont pas bougé. Donc, on a toujours la catégorie land et parcours, la catégorie prairie permanente et de graminées associées à un atelier d'élevage. Donc, la catégorie culture annuelle qui est modifiée, la catégorie raisin de cuve, la catégorie plantes aromatiques industrielles, la catégorie culture légumière de plein champ et la catégorie maraîchage, arboriculture, plantes aromatiques et semences potagères, avec des montants inchangés. On peut passer à la diapo suivante. Alors, quand Séverine a présenté ce diaporama, elle a parlé des autres dispositifs d'aide qui pouvaient toucher l'agriculture biologique. Et il nous a paru important de vous reparler du crédit d'impôt bio, qui est un dispositif de la loi de finances, donc qui est une aide qui ne se demande pas dans le télépac, comme toutes celles qu'on vient d'énumérer, mais dans la déclaration de revenus qui concerne l'année d'activité précédente. Donc, ce crédit d'impôt bio, il continue d'exister en 2023 pour l'année d'activité 2022. Nous vous rappelons son fonctionnement. Donc, il est de maximum 3 500 € par ferme par an. On peut le cumuler avec une aide bio de la PAC. Je dis bien une aide bio de la PAC, c'est-à-dire en 2023, l'aide à la conversion, à condition de ne pas dépasser un cumul crédit d'impôt et aide CAB de 4 000 €, avec transparence des GAEC qui s'applique. Il y a également pour les exploitations bio qui seraient aussi HVE la possibilité de demander à la place du crédit, de demander un crédit d'impôt pour cette certification HVE. Alors, ce crédit d'impôt n'existe que depuis 2021. Il est, lui, de 2 500 € par an. Il n'est accordé qu'une seule fois, soit pour l'année d'activité 2021, soit pour l'année d'activité 2022. Donc, si vous êtes HVE et que vous ne l'avez pas demandé pour l'année 2021, vous pouvez encore le demander en 2023 pour l'année 2022. Il est cumulable avec le crédit d'impôt bio jusqu'à 5 000 € par an de cumul des deux. Et il y a également un troisième crédit d'impôt qui pouvait impacter les fermes bio sur ces 2 mêmes années. C'était le crédit d'impôt sorti du glyphosate qui est lui aussi de 2 500 € par an.
sur lequel s'applique la transparence GAEC et qui, lui, par contre, n'était pas cumulable avec le crédit d'impôt bio ni le crédit d'impôt HVE, donc qui concernait les fermes qui ne pouvaient pas demander ce crédit d'impôt bio ni HVE. Donc, par exemple, des fermes où il y avait déjà une aide au maintien importante ou une aide CAB importante. Voilà, donc ces crédits d'impôt perdurent en 2023. Donc, l'enjeu est de bien les identifier, lesquels avez-vous droit et à bien préparer votre déclaration de revenus pour ne pas les oublier. À noter quand même donc que ce crédit d'impôt bio évolue. Il passe à 4 500 € maximum pour donc l'année d'activité 2023, c'est-à-dire la déclaration de revenus 2024. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et du coup, la règle de cumul est modifiée de manière à intégrer cette augmentation. Le cumul possible avec une aide bio de la PAC, donc une aide CAB a priori, sera possible jusqu'à 5 000 €. Il est également cumulable avec l'éco-régime bio et les autres éco-régimes. Et il y a toujours la transparence GAEC qui s'applique. Donc, pour l'instant, a priori, le crédit d'impôt HVE est toujours maintenu, mais nous n'avons pas connaissance de la pérennité du crédit d'impôt sorti du glyphosate pour l'instant. Donc, je reprends la main et je vais vous présenter 3 cas types et je vais commencer par le cas type grande culture. Donc, nous sommes partis d'une ferme de 100 hectares avec 10 hectares en conversion et un assolement relativement classique pour la région, 20 hectares de blé, 20 hectares de métail orge-pois à dominante protéagineux, 30 hectares de soja, 10 hectares de luzerne en contrat éleveur, donc ce sont ces 10 hectares qui sont en conversion 2022, 10 hectares de lentilles et 10 hectares de tournesol. Donc en fait, on a fait une comparaison en fait de ce que touche la ferme en 2022 et de ce qu'elle toucherait en 2023 en étant exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que sur le volet conversion, on a conservé le fait que la ferme était en conversion en 2022 et pas qu'elle était en conversion en 2023. Alors, on est parti d'un DPB moyen à 107 €. Donc, avec la convergence, ce DPB va augmenter en 2023, 2024, 2025 et dans ce cas-là, il va même augmenter jusqu'en 2027. Le paiement redistributif est de 48 € sur les 52 premiers hectares. Donc précédemment, cet agriculteur avait un paiement vert qui représente à peu près 67% de son montant de droit à paiement de base, c'est-à-dire 67% des 10 000 €. Donc ça lui fait 7 169 €. Donc ce paiement vert n'existe plus et il est remplacé par l'éco-régime. Et donc on est parti du fait que on était sur une ferme 100% bio qui allait donc toucher 110 € sur ces 100 hectares, soit 11 000 € d'aide éco-régime, ce qui fait en fait dans ce cas-là une plus-value entre guillemets de 3 000 €. Donc l'aide légumineuse fourragère est quasiment équivalente, on passe de 150 € à 149 €. L'aide soja, par contre, est nettement plus intéressante, vu que, comme vous l'a dit Noélie précédemment sur les aides couplées, toutes les aides aux légumineuses fourragères ou à destination humaine, donc soja, protéagineux, etc., passent à 104 €, ce qui fait que notre aide soja, en fait, va permettre une revalorisation de plus de 2 000 € à cet exploitant. Donc l'aide protéagineux baisse un peu du coup vu qu'on était à 141 € et qu'on passe à 104 €. Et puis il y a la fameuse aide légumes secs qui n'existait pas et qui permet à l'agriculteur d'aller chercher 104 € sur 10 hectares. Donc comme je vous l'ai dit,
La conversion, je l'ai gardée à équivalente en fait, vu qu'on est bien sur une conversion de 2022, donc avec un contrat qui va durer pendant 5 ans. Si ce même agriculteur s'était converti en 2023, il aurait eu une aide non pas à 300 €, mais bien à 350 € sur ces 10 hectares. Donc, le maintien pour cet agriculteur, il atteignait son plafond de 10 000 €. Et donc, en 2023, ce maintien n'existe plus. Et donc, du coup, cet agriculteur pourra aller chercher du crédit d'impôt, mais il ne pourra aller le chercher qu'en 2024 sur ses revenus 2023, puisque les aides à la conversion ne seront que de 3 000 € et du coup, il pourra aller chercher ces 2 000 € de crédit d'impôt. En fait, c'est 5 000 € moins les 3 000 € de CAB. Voilà pour cet exemple en grande culture. Donc, l'exemple suivant concerne de l'arboriculture. Donc, on est sur un cas un peu spécifique. On est sur une exploitation qui est en prunier dente, donc qui bénéficie d'une aide couplée importante en prunier dente. Et historiquement, ces exploitations ont des DPB très élevés. Donc, vous voyez, on est ici sur un DPB qui est à 525 € en 2022. Donc, qui va passer à 602 € en 2023, toujours avec la convergence, et qui va baisser à 440 € en 2027. Donc, ensuite, on a 2 hectares de verger, et puis on a 12 hectares de prairies permanentes en bio, avec un élevage bovin conventionnel dessus, et donc une rotation de l'élevage bovin pour que celui-ci ne reste pas plus de 4 mois en pâturage sur les prairies permanentes bio. Donc, sur cette ferme-là, qui est 100% bio, donc, on a une progression, comme je vous l'ai dit, en 2023 sur les droits à paiement de base liés à la convergence. Le paiement redistributif reste équivalent. Alors, ce qui est important de regarder, c'est la différence entre le paiement vert et l'éco-régime sur cette ferme-là. Effectivement, vu que le paiement vert était un pourcentage du droit à paiement de base, eh bien, cette ferme avait un paiement vert de plus de 10 000 €, alors qu'avec l'éco-régime, on va être sur une base à 110 € à l'hectare, et donc on va tomber à 3 300 € d'aide éco-régime. Donc, l'aide prunier reste quasiment équivalente. On était à 961 € de l'hectare, on passe à 950. Et puis, on a 3 hectares en conversion sur de l'arbo, donc à 900 € de l'hectare, ce qui nous fait 2 700 €. Et puis, on avait une aide au maintien aux alentours de 9 000 € qui n'existe plus. Donc, en fait, cette ferme va perdre 14 000 € d'aide, mais c'est pas du tout lié à l'agriculture biologique, c'est essentiellement lié à la différence de régime en fait entre le paiement vert et l'éco-régime. Donc là, on est vraiment sur une ferme qui aurait eu exactement les mêmes impacts en fait, qu'elle soit en bio ou en conventionnel sur ce volet paiement vert et éco-régime. Si elle avait été en conventionnel, ça aurait été encore plus impactant puisqu'au lieu d'avoir ces 110 € à l'hectare, elle aurait eu soit 60, soit 82 €. Donc, effectivement, il y a les 9 000 € d'aide au maintien qui pèsent, mais finalement, ils pèsent moins que le reste de la politique générale, en fait. C'était ça qu'il fallait avoir à l'esprit sur cette exploitation-là. Donc, de la même manière, le crédit d'impôt bio pourra être demandé en 2026 pour 2024 d'ailleurs, je sais pas, 2024. Là, j'ai mis 2026, mais c'est 2024 pour 2 300 €. Donc voilà pour cette ferme en arboriculture fruitière. Et le dernier cas type concerne la viticulture. Donc là, on a une ferme
avec différents hectares de vignes et qui n'a seulement que 4 DPB en 2022. Donc, c'était pour vous montrer le fait que la politique générale s'applique également au bio et que du coup, ces 4 DPB qui étaient seulement à 71 euros en 2022, ils vont progresser. Ceux-là, ils vont passer à 89 euros en 2023 et à 117 euros en 2027. Et surtout, vous allez voir l'effet inverse sur les éco-régimes, comme va le montrer le schéma suivant. Donc, effectivement, on a une progression en termes de DPB. On a une progression énorme en termes de paiement redistributif, vu qu'on n'avait que 4 hectares qui étaient rémunérés, vu qu'il y avait que 4 DPB en 2022. Seulement en 2023, on a 100% des hectares qui sont rémunérés, soit les 24. Donc, on obtient 1000 euros d'aide supplémentaire sur ce volet-là. Donc, le paiement vert était vraiment ridicule. On avait moins de 200 euros en 2022. Et ce paiement vert, vu que l'ensemble des hectares 100% bio vont être rémunérés, va passer à 2640 euros. Donc, on avait une aide au maintien à 3000 euros qui n'existe plus, mais du coup, dès 2023, ce producteur pourra demander 1000 euros de crédit d'impôt. En 2024, ce crédit d'impôt sera de 4500 euros. Donc, je vais laisser la parole à Noélie pour nous présenter. Ah, c'est pas Noélie, du coup, le maraîchage, c'est Karine. Oui, du coup, alors un petit exemple en maraîchage, puisqu'on a cette nouvelle aide couplée qui va venir impacter les fermes qui ont donc entre 0,5 et 3 hectares de maraîchage diversifié. Donc, on a pris dans notre exemple une ferme de 2,5 hectares en 2022 avec du maraîchage diversifié et des petits fruits sur 2,5 hectares en bio, 20% de haies dans la SAU et un jeune agriculteur. Donc, dans la PAC 2022, cette ferme, grâce à ses DPB, touchait 284 euros. Dans la PAC 2023-2027, donc ces DPB revalorisés lui permettront un montant de 320 euros. L'aide aux 52 premiers hectares s'applique également, mais ne bouge pas beaucoup. Le paiement vert ne s'applique plus, il était de 210 euros. Il va être transformé en éco-régime à 110 euros puisque la ferme est 100% bio pour 275 euros. On a également l'aide JA du premier pilier PAC qui est revalorisée nettement puisqu'on était sur la base de 65 euros de l'hectare et qu'on passe sur un forfait de 4 469 euros. Donc, ça va être l'aide déterminante sur ce type de ferme. Le bonus S s'applique puisque la ferme est labellisée, donc 140 euros de plus. Et on a l'aide couplée maraîchage à 1588 euros de l'hectare qui s'applique sur les 2,5 hectares de maraîchage des petits fruits, soit un total de 3 970 euros. L'aide au maintien qui s'appliquait donc sur les 2 hectares et demi à 600 euros de l'hectare en 2022 ne s'applique plus puisqu'elle n'existe plus. On passe donc d'une PAC qui était de 2300 euros en 2022 à une PAC qui augmente nettement puisqu'elle est estimée à 9300 euros en 2023 sur ce type d'exploitation, avec la possibilité en plus de demander le crédit d'impôt bio avec la règle de cumul, donc 4000 euros maxi en cumulant la MAB et le crédit d'impôt sur l'année 2022. Il reste donc un reliquat possible de crédit d'impôt à demander en 2023 et en 2024, un reliquat aussi avec le cumul à 5000 qui sera possible pour 4500 euros de crédit d'impôt bio. Donc, ce type de ferme dans la nouvelle PAC est nettement revalorisé.
C'est à Noélie, je pense. Oui, pardon, mon ordinateur faisait quelque chose de bizarre. Donc du coup, un cas type en élevage bovin allaitant. Donc une ferme en GAEC, 3 associés à part égale, un troupeau allaitant qui repose sur 110 à 120 mères, système naisseur-engraisseur de génisses, bœufs et quelques jeunes bovins. Donc la ferme est située en zone des Piémonts, ICHN, et dans un paysage encore très bocagé, avec notamment beaucoup de haies et de bosquets. Donc au niveau des surfaces qui sont déclarées, à peu près chaque année, parce qu'on est en système de croisière, on a une SAU admissible qui monte à 275 hectares, dont 185 hectares de terres arables. Et comment sont constituées, détaillées ces terres arables? Donc il y a quand même une belle part de prairies temporaires, donc beaucoup de prairies temporaires avec légumineuses prépondérantes, là les codes MLG. Il y a également pas mal de métailles, association céréales protéagineux, du blé et un petit peu de maïs en silage. Pour donner un peu une image de la ferme. Donc la première chose à vérifier, c'est est-ce que la ferme respecte la conditionnalité. Il se trouve que dans l'exemple pris, elle se situe en zone vulnérable. Donc tout ce qui concerne la BCAE 6 sur la couverture des sols en hiver, donc c'est bon. Rotation des cultures, c'est une ferme qui est 100% conduite en bio, donc elle est exemptée. De toute façon, elle respecterait. Et concernant la BCA 8, comme elle a su préserver, du fait de l'élevage, tous les éléments du paysage, donc ça passerait également. Donc elle a deux possibilités de calcul, comme on a vu tout à l'heure. Donc comme c'est une ferme qui ne fait pas de légumineuses fourragères pures, elle passerait peut-être plutôt par la première voie de calcul, donc qui consiste à déclarer l'équivalent de 4% des terres arables en infrastructure agroécologique non productive, et en l'occurrence, les haies. Donc ça équivaudrait à 3,7 km de haies. Parce que 1 mètre linéaire de haies, dans la nouvelle PAC, équivaut à 20 mètres carrés de terres arables. Donc, voilà, si on reprend le petit tableau. Donc là, en l'occurrence, c'est un DPB qui était à 111 €, qui passe avec la convergence à 120 €. Donc qui augmente, donc de quasiment 30 000 €, pardon, on passe à 32 400 € avec la nouvelle PAC. Paiement redistributif qui s'applique sur les 156 hectares, puisqu'il y a 3 associés dans le GAEC. Donc là, on ne change pas les montants. On est toujours à peu près autour de 7 500 €. Paiement vert qui montait à hauteur de 20 080 €, qui n'existe plus dans la nouvelle PAC, qui est donc remplacée par l'éco-régime. Donc de niveau 3, puisque c'est une ferme qui est 100% bio. Donc 110 € fois les 275 hectares de SAU admissibles, ça nous fait un éco-régime à 30 250 €. Donc si on regarde les aides découplées, pour cette ferme, globalement, elle est gagnante, du fait d'une convergence qui est favorable et du fait surtout de l'éco-régime bio. Concernant les aides couplées, donc là, d'après la simulation qui a été faite, malheureusement, elle fait partie de ces fermes qui sont un peu perdantes, c'est-à-dire qu'elle passe de 20 200 € à grosso modo 16 000 €. Les aides couplées légumineuses, elles n'en percevaient pas parce que, comme je disais tout à l'heure, elles déclarent rarement des légumineuses fourragères pures. Elles sont souvent en mélange avec les graminées. Donc là, si on prend l'hypothèse qu'il y aura en 2023, et puis grosso modo chaque année, une vingtaine d'hectares de nouvelles prairies riches en légumineuses qui sont implantées,
elle pourrait aller chercher quasiment 3 000 € d'aide pour les légumineuses. L'ICHN, on ne change rien, donc à peu près 27 200 €. Et la ligne qui fait mal, donc ce sont les aides MAB, qui étaient quasiment à 18 000 € et qui n'existent plus pour la prochaine PAC. Donc quand on regarde l'ensemble, de 122 899 €, on diminue un peu, on passe à 116 375 €. Donc, on est plutôt un petit peu perdant. Par contre, donc il y a cette possibilité d'aller chercher le crédit d'impôt et qui va sauver la donne en fait, puisque au titre de l'année 2023, elle pourra aller chercher du crédit d'impôt avec la transparence GAEC qui s'applique. C'est quand même intéressant. Donc un dernier exemple, celui d'un élevage laitier, donc toujours en GAEC, à 2 parts cette fois, sur 150 hectares en bio, avec 10 hectares en conversion, nouvellement en conversion bio, un assolement comportant 25 hectares de luzerne, 30 hectares de métailles fourragées, à plus de 50% de légumineuses au SMI, 10 000 mètres linéaires de haies en zone ICHN, également en zonage Natura 2000, avec 84 vaches laitières et 8 vaches allaitantes et 5 veaux vendus en bio par an, qui valide la BCAE 8, puisque donc terre arable 55 hectares, plus 10 000 mètres linéaires de haies, équivalent à 20 hectares de haies, plus 25 hectares de luzerne. On a donc les 4% en infrastructure agroécologique sur les terres arables. Donc ce type de ferme, au niveau des aides PAC, au niveau des DPB, donc on a la convergence qui fait augmenter le montant des DPB en 2023 légèrement. On a toujours l'aide aux 52 premiers hectares qui s'applique et qui ne bouge pas et à laquelle on rajoute la transparence GAEC x2. Le paiement vert ne s'applique plus. L'éco-régime bio à 110 € s'applique pour les 150 hectares, donc soit 16 500 €. Le bonus haie qui est validé dans ce cas s'applique également. L'aide couplée aux légumineuses fourragères s'applique également. Donc ça ne bouge pas. L'aide couplée bovin, elle est modifiée puisqu'on a une légère baisse puisqu'on était sur une aide à la vache laitière et qu'on passe sur une aide à l'UGB qui est beaucoup moins favorable aux UGB laitiers. L'aide aux veaux bio continue de s'appliquer pour les 5 veaux vendus l'année précédente. L'ICHN ne bouge pas non plus. L'aide à la conversion sur les 10 hectares ne bouge pas non plus. Alors, il y a une petite erreur dans mon diapo. Comme le contrat est parti en 2022, il reste à 3 000 € et il ne passe pas à 3 500. L'aide au maintien ne s'applique plus. Donc, de même que dans l'exemple bovin allaitant, c'est surtout cette aide-là qui n'existe plus, qui fait baisser le montant global des aides PAC. Et comme on est en Natura 2000, il y avait la possibilité donc d'engager une MAEC sur 20 hectares éligible et qui n'est pas modifié non plus, soit un total sur ce type de ferme qui était de un peu plus de 89 000 € en 2022 et qui baisse à 78 800 € en 2023. Donc, de même que dans l'exemple précédent, ce type de ferme devient éligible au crédit d'impôt bio avec la règle du cumul. Du coup, on a la possibilité de demander ce crédit d'impôt bio en 2023 avec 2 parts de GAEC, soit 3 000 € et à le demander également dans la déclaration de revenus 2024 pour l'année 2023. Ce qui permet de remonter un peu le niveau. Voilà. En conclusion, ce qu'on peut souligner, donc, c'est le travail de la profession qui a permis donc de revaloriser cet éco-régime en niveau 3 pour les bio à 110 €, ainsi que la revalorisation en 2024 du crédit d'impôt bio pour l'année 2023 à 4 500 € par ferme par an maximum. Donc ça, c'est important. Ça va permettre aussi donc
des revalorisations à estimer sur les fermes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le résultat des premières simulations permet de dire qu'on soit en bio ou en conventionnel, que le maintien ou la progression des aides PAC dans leur globalité est possible si la ferme disposait de DPB peu élevés. Par contre, elle va baisser ses aides PAC si elle disposait de DPB très élevés. Le maintien d'un assolement diversifié est également important dans cette nouvelle PAC. On le voit notamment avec la revalorisation de l'aide protéagineux légumes secs. Et bien sûr, le pourcentage d'infrastructures agroécologiques devient déterminant pour l'accès à plusieurs aides. Les plus grosses baisses sont donc enregistrées sur les fermes au DPB historique élevé. En bio, il faut désormais intégrer le crédit d'impôt bio qui était jusque-là plutôt réservé aux petites fermes. Et il faut donc être attentif au prochain catalogue des MAEC qui vont être présentés sur les différents territoires de la région et qui permettront également de conforter les PAC des différentes exploitations. Enfin, comme tout cela est quand même assez fort complexe, nous vous invitons à vous rapprocher des structures afin de simuler votre prochaine PAC et affiner éventuellement votre assolement 2023. C'est pourquoi nous vous laissons nos contacts sur cette diapo. N'hésitez pas donc à contacter les chambres d'agriculture ou le réseau Bio-ENA pour voir ce que ça donnerait sur votre ferme. Merci à vous, merci de votre attention.